Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle webconférence de Secret Planet. Vous êtes toujours aussi nombreux à y participer et nous vous en remercions. Pour ma part, je suis Jérôme Cotry, en charge des voyages sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est pour Tamera, qui est une marque de Secret Planet, qui, comme vous le savez, donc, est un tour opérateur de voyages basé à Lyon, de voyages d'expédition, trek, voyages nature et aventure, avec trois marques. Donc, Expedition Unlimited, qui est spécialisée sur les expéditions en haute altitude et polaire. Saiga, qui est dans les voyages en lien, les voyages de nature en lien avec la protection de la biodiversité. Et puis Tamera, donc, qui sont les voyages d'aventure et les treks. Alors, cette conférence est enregistrée et vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube Secret Planet. Vous pouvez aussi retrouver les autres conférences précédentes. Alors, bienvenue donc à cette webconférence. Nous allons partir en Inde avec Tanguy Gaulier, qui a écrit 2 voyages sur l'Inde aux éditions Transboréales. Le premier, donc, en 2016, intitulé L'âme du Gange, et le deuxième, plus récemment, en janvier 2020, intitulé L'exploration spirituelle de l'Inde. Alors, L'âme du Gange, c'est le récit du voyage que Tanguy a effectué en 2013 en Inde, où il a remonté l'intégralité du Gange depuis le delta de ce fleuve dans le golfe du Bengale jusqu'à ses sources himalayennes. Et ça va être au cœur de notre webconférence de ce soir. Cette conférence devait avoir lieu le 7 avril et nous avons été contraints de la reporter en raison de problèmes de santé qu'a eu Tanguy. Donc, bonsoir Tanguy. Bonsoir. Namasté. Comment vas-tu? Très bien. Bah, dans cette période de virus, c'était effectivement un autre virus que le Covid. Voilà, bon, ça va très bien maintenant. Il fait très beau dans les Pyrénées-Atlantiques et on profite de la nature en famille. Oui, qui suis-je? Vaste sujet. Je dirais que je suis d'abord un curieux. J'ai suivi depuis l'adolescence des recherches de sens à travers la littérature, la philosophie. J'ai commencé par faire des recherches de philosophie. Donc j'ai été très en attente de découverte d'explications du monde, de systèmes de pensée. Enfin voilà. De comprendre comment interpréter l'existence et la vision du monde qui me correspondait le mieux. Ensuite, concernant le voyage, moi j'ai fait j'ai fait du scoutisme, donc je faisais des randonnées. Déjà avec des cousins, on faisait des balades. Je me souviens d'un tour de Bretagne à vélo quand j'avais 15 ans. Donc c'est des choses. J'ai découvert la montagne très tôt. J'ai fait une formation de documentaliste, donc était toujours un peu dans le sens de la connaissance, de la découverte, de l'étude de certains sujets. Et il y a eu une expérience fondatrice au bout de quelques années où je voyais plus tellement de sens dans la vie professionnelle. J'ai décidé de partir à vélo et de faire un Paris-Istanbul. Et ça a été une réelle révélation parce que j'ai expérimenté la liberté totale, le contact avec les éléments, le dépassement de soi, le fait de ce rapport à la géographie, mais qui est vraiment avec une implication physique. C'est aussi des rencontres qui sont facilitées au quotidien. Et l'arrivée à Istanbul a été extraordinaire. C'était une vraie révélation. Qui m'a conduit en Inde, puis en Islande. Alors, c'était déjà un premier voyage en Inde en 2005 avec des amis dans le sud de l'Inde.
qui, encore une fois, a été une révélation. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une énergie qui me correspondait. Ça a été à Bombay, à Mumbai. Je suis arrivé là-bas et la profusion de la vie, la sensualité, la vie dans la rue, enfin, beaucoup de choses, la beauté des paysages, de la culture. Donc, j'ai eu une première découverte. Et ensuite, c'est effectivement cet intérêt pour la Kumbh Mela qui a lieu donc cette fête religieuse, donc qui a lieu, la grande a lieu tous les 12 ans. Oui, au départ, c'est un peu ça. C'est la fascination pour un mode de vie radicalement différent du nôtre, euh, un goût pour l'exotisme. C'est vrai que ces personnages sont étonnants. J'avais envie de les comprendre. Euh, pour parler par exemple des Nagababa qui sont recouverts de sang, donc j'ai appris que c'était pour symboliser la finitude humaine. Ils font des exercices assez étonnants qu'on peut voir à la Kumbela, de travail sur le corps, même de choses qui sont censées casser la sexualité. Ils vont assez loin. C'est le plus grand rassemblement mondial, la plus grande fête religieuse. Ça m'intéressait. Partie un peu de cette fascination. Euh, Ensuite, tout ça est lié au Gange, puisque évidemment, cette fête a lieu à un moment avec une perspective astrologique favorable, où le fait de se baigner, en fait, permet d'obtenir la libération. Donc, la fête est très liée au Gange. Et voilà, l'élément, c'était de partir à la découverte de ce fleuve, de son aspect sacré. Je voulais comprendre ce que ça voulait dire qu'un fleuve sacré. J'étais moi-même un occidental un peu insatisfait de l'évolution assez technologique de la société. J'ai besoin de réenchantement, de célébration de la vie, de la nature, etc. Donc l'aspect sacré m'intéressait, je voulais le comprendre. Au départ, je m'étais dit un peu comme ça, je vais partir des sources et je vais aller justement à la Kumbh. Et puis je me suis aperçu que c'était compliqué à organiser parce que il aurait fallu que je parte en hiver des sources. D'abord, c'est fermé, c'est un grand parc qui est complètement fermé, interdit. Et puis, en plus, j'ai appris, parce que j'avais des connaissances en Inde, euh, que les hindous font généralement qu'une partie, souvent la fin, mais vont dans l'autre sens, remontent le fleuve, parce qu'il y a un aspect symbolique de retourner à l'origine et donc finalement, voilà, j'ai été pris par ces informations, etc. Puis je me suis dit, bon, bah, écoute, lançons-nous, faisons autant faire la totalité. Écoute, il y a beaucoup d'auteurs. Je penserais spontanément à Pierre Loti, par exemple, qui a écrit un très beau livre sur l'Inde, l'Inde sans les Anglais. C'est vrai que son parcours, le personnage, la sensualité de son écriture, ses recherches aussi spirituelles, voire mystiques, mais inabouties, parce qu'avec une quête personnelle, et puis à chaque fois quelque chose qui le retient et qui le fait aller jusqu'au bout. Il y a un livre qui m'a marqué, c'est Le pèlerinage aux sources de Lanza del Vasto, donc celui qui a créé l'organisme l'Arche, qui était un organisme pacifique on va dire, de retour à la vie simple, à la nature, etc. Et donc Vasto décrit une très belle histoire de son parcours indien, avec justement aussi un désir d'aller aux sources du Gange, mais à l'époque, c'était interdit aux non hindous. C'est donc une petite île, oui, située dans le delta, euh, dans, dans le delta du Gange, enfin. Et je suis allé chez des moines, ils s'appellent des moines, enfin les moines Ramakrishna, en fait, qui ont une activité très sociale que je connaissais un petit peu parce qu'ils ont un centre à Gretz, près de Paris. Et puis, tout de suite,
les échanges ont été extrêmement chaleureux. Il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Et j'ai passé du temps avec eux. Et quand j'ai commencé donc ma marche de ce centre, j'étais en fait entouré par 2 rangées d'une dizaine d'enfants ou d'adolescents qui m'accompagnaient, qui m'ont accompagné pour débuter ma marche. Bon, voilà, c'était assez sympathique. Et après, c'est le Bengale, c'est la profusion, la luxuriance de la nature, des grands palmiers, du soleil extrêmement vigoureux qui magnifie un peu tout. Encore une fois, c'est très sensuel parce que cette lumière, effectivement, il y a les buffles, il y a les lotus dans les mares, tous les individus, les Indiens qui sont assez souriants, etc., souvent un peu dévêtus, les hommes, etc. La lumière est magnifique. Et le but était donc en 3 jours d'aller à Calcutta. Et c'était intéressant parce que Calcutta me faisait peur avant d'entreprendre le voyage. Évidemment, la réputation de pauvreté, de violence. Et finalement, ça a commencé à m'apprendre quelque chose parce que je me suis dit, oh là là, je vais passer par des bidonvilles, ça va être, ça va être éprouvant de voir cette pauvreté. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et finalement, comme je rentrais par le sud, il se trouve que les bidonvilles sont surtout situés est-ouest. Et donc, la rentrée comme la sortie, mais était beaucoup plus simple que je croyais. Tous les jours, des gens venaient me voir, en fait, marchaient pendant 10 minutes, ou même parfois pendant 1 heure. Et donc, on discutait en anglais. Quand on envisage les choses, d'abord, elles sont toujours différentes de ce qu'on a pensé. Et puis, on a beaucoup de craintes qui sont pas justifiées. Et, bon, évidemment, c'est pas le cas il y a des pays qui sont plus dangereux que d'autres. L'Inde, pour moi, n'est pas un pays dangereux. Oui, alors effectivement, j'étais allé m'inscrire au consulat de France au cas où il y a un problème, enfin, qu'il soit au courant de ce que je faisais. Enfin, voilà. Et puis, il m'a mis en garde contre, effectivement, les Naxalites, donc, qui sont un organisme maoïste en opposition donc, avec le gouvernement. Et il m'avait dit de faire attention, mais surtout qu'il fallait que j'ai conscience que même si j'avais des rapports avec eux d'échange, et que c'était vu par la police indienne, ça pouvait être très mal pris, même s'il s'agissait juste de communication. Et donc, il est arrivé qu'au Bihar, une région très étonnante à parcourir à pied, parce qu'il y a une impression de désolation. C'est une des régions les plus pauvres d'Inde. C'est des grandes pistes, il y a peu de routes goudronnées, donc il y a toujours beaucoup de sable qui s'élève, tout le monde va à pied, à vélo, il y a très peu de voitures, les étendues sont immenses. Je me suis demandé un peu ce que je faisais là. Et tout à coup, je vois au loin un groupe avec, c'était facile à repérer parce qu'ils avaient un énorme drapeau rouge maoïste. Donc je me suis dit, oui, zut, qu'est-ce que je fais? Et en même temps, c'est une des choses de la marche. C'est vrai que ça m'est arrivé avec des grands singes, des langours aussi. J'ai eu des aventures avec ces singes-là. C'est qu'en gros, on est obligé de continuer. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le passage. Voilà, on ne va pas faire déjà qu'on fait marche du matin au soir, faire des détours. Et il se trouve que c'était rigolo parce qu'ils étaient en train de regarder une carte, donc il y avait une dizaine de personnes, et ils étaient un peu tout en rond en train de regarder une carte au sol. Et je suis passé à 2 mètres d'eux sans qu'ils me voient, en fait. Donc je suis passé comme ça sans qu'ils me voient. Voilà, je pense que ça n'aurait pas posé grand problème. Moi, d'ailleurs, ça m'aurait intéressé finalement de discuter.
Alors, je pense que j'ai eu de la chance aussi, mais sur 2600 km, j'ai eu trois problèmes, trois agressions de personnes qui voulaient me prendre mon sac à dos. Tout était au billard, d'ailleurs. C'est des zones où aucun touriste ne passe. Les touristes au billard vont à Patna, vont à Bodh Gaya, où Bouddha atteint l'éveil. Personne ne se balade dans la campagne comme ça. On prend le train, on va d'un endroit à un autre. Il n'y a aucune raison d'aller dans la campagne rurale. J'ai toujours été aidé par d'autres Indiens qui étaient autour. Franchement, sur toute la distance, ce que je retiens avant tout, c'est l'accueil quasi quotidien. Enfin, ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour moi, la Kumbh Mela, ça a été l'origine du désir de partir en Inde. Euh, C'était quelque chose de fort, mais ça n'a pas été pour moi l'événement le plus marquant. Ça a été vraiment un peu tout le reste. Bon, c'est un événement qui dure 2 mois, mais c'est vrai qu'il y a les grands bains. Le grand bain, surtout, avait lieu le 10 février 2013. Donc j'étais arrivé, je ne sais plus, je crois une semaine avant. J'ai préféré un peu avant, un peu après, parce que le jour du grand bain, il y a tellement de monde, je crois qu'il y avait 30 millions de personnes, si mes souvenirs sont justes, que bah, c'était étonnant, mais j'ai pas profité ce jour-là beaucoup. Je me souviens, bon, je m'étais levé donc à 4 heures. En arrivant sur les rives du Sangam, donc cette jonction entre le Gange et la Yamuna, il y a tellement de monde qu'on ne maîtrise plus ce qu'on fait. En fait, on est complètement compressé et on suit c'est un peu comme des grandes vagues qui emportent. Donc, je me suis un moment réfugié dans un camp de Naga Baba, donc d'hommes cendrés qui se préparaient pour les processions de chars, etc. Quand on n'a pas d'accréditation, d'invitation particulière, c'est très, très difficile de rejoindre de rejoindre les rives et d'assister au bain des sadhus. Par contre, j'ai eu des rencontres parce que c'est des campements un peu dans un espace infini, enfin, c'est à perte de vue des temples. Et j'ai eu des rencontres intéressantes avec des yogis, enfin, des sadhus, avant et après, qui me montraient des rites. Bon, c'est souvent des rites d'offrande avec le feu, etc. Ce qui était amusant aussi, c'était la route Bénarès-Allahabad, que j'ai beaucoup aimé, de voir ce flot de gens qui se dirigeaient vers cette fête avec des éléphants, des chants, enfin évidemment des chants religieux, des sadhus, etc., une grande ferveur, un enthousiasme, beaucoup de sourires. Enfin, c'est aussi pour ça que j'aime l'Inde, qui est vraiment une terre de contraste par excellence. Comme je dis souvent, il y a le meilleur et le pire. Benares, c'est vraiment la grande ville sainte. D'abord, c'est c'est beaucoup plus ancien qu'Allahabad. C'est là où, juste à côté à Sarnath, le Bouddha a fait ses premiers sermons de la route du Dharma, etc. C'est la ville créée par Shiva. Bénarès, c'est comme la Mecque. Les hindous, quand ils le peuvent, se font incinérer à Bénarès, parce qu'en s'y faisant incinérer, on est sûr d'atteindre la libération, donc de ne pas se faire réincarner, de sortir du cycle de la vie. Et donc, il y a des gens qui essayent de finir leur vie à Bénarès. Ils viennent beaucoup en famille. C'est souvent un investissement pour eux parce que c'est le vœu d'une vie, l'un des grands. Donc, parfois, pour eux, c'est très loin. Et on voit sur ces ghats, souvent des familles entourées d'un brahman qui font des offrandes. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, cet aspect très, très sensuel du sacré, donc avec des pétales de fleurs, avec du feu, du gui, des plumes, l'offrande fait au fleuve, pardon. Et c'est vrai que les ghats de Bénarès sont une expérience incroyable parce qu'il doit y avoir 7 ou 8 kilomètres de ghats qui sont assez larges. Le ghat, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste les escaliers en fait, avec une esplanade et puis les escaliers qui descendent dans le Gange.
où il s'y passe toute la vie, en fait. C'est un fourmillement et on est en contact direct avec l'élément naturel. La rive d'en face n'est pas construite, donc on a voilà, une ouverture vraiment sur la nature. Et avec ce foisonnement indien de la vie quotidienne et de tous les rites et de la musique aussi. Parce que c'est vrai, quand je suis arrivé à Allahabad, j'avais fait à peu près 1200 km et j'avais une impression d'aboutissement parce qu'il y avait une grande fête, il se passait plein de choses. Je suis resté 2-3 semaines. Et puis je voyais tout le reste, en fait, il fallait que je continue sur 1300 km. Je m'étais dit, c'est beaucoup quand même. Et puis ce brahman qui m'a parlé un peu de ses rites, etc., avait un ashram donc à Gangotri, près d'une des sources principales de Gomukh, et m'a vanté la beauté stupéfiante de la région himalayenne. Oui, d'abord, je rentre dans une autre phase. J'ai tout à fait confiance en moi. Je suis rentré complètement dans l'expérience. Mes rapports avec les Indiens sont beaucoup plus simples, fluides. Je les comprends mieux, leur psychologie, leur façon voilà, d'être, leur questionnement, etc. Et puis, j'ai plus cette culpabilité du début de me faire inviter un peu partout parce qu'au départ, évidemment, je voulais pas profiter des gens et je me disais, donc je dormais pas mal sous la tente. Je voulais pas voilà, être sur le dos des gens, je voulais être autonome, etc. Et puis ça a été complètement parti parce qu'en fait, ils ont ouais, un réel plaisir à inviter. On leur apprend encore à l'école, alors, dans le monde rural, parce que il faut quand même distinguer l'Inde rurale et l'Inde des villes. Bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais que l'hôte, c'est Dieu, enfin, que accueillir, enfin, il y a un sens de l'accueil important. Il a commencé à faire très très chaud au mois de mars. Du coup, j'ai marché de nuit pendant plusieurs jours. Ça a été une expérience assez étonnante parce que le rapport au temps est complètement différent. Les sensations, le rapport au cosmos, parce que on est sous la voûte étoilée, il n'y a aucun bruit. Je dis dans le livre, le temps n'a plus d'épaisseur. Enfin, on dirait que c'est un éternel présent et que tout coule, alors que le jour, c'est une succession d'événements. Et puis aussi, je suis allé un petit peu plus avant dans l'aventure, dans le sens où j'étais encore plus sur les rives. Cette marche, donc j'ai fait à peu près les 2 tiers du chemin, entre 1 et 2 kilomètres ou un peu plus près du Gange, sur des chemins, sur des routes, et 1 tiers réellement sur les rives. Pour m'en éloigner, mais effectivement, c'est pas... Bon, c'est pas toujours évident, mais il y a un élément, c'est qu'effectivement, près de la frontière du Bangladesh, le fleuve est complètement fermé. Il fait 8 km de large. C'est un élément naturel considérable, immense. Je l'ai cherché pendant 2 jours. Et quand je suis arrivé près du bord du fleuve, en fait, j'ai vu des grands miradors, enfin des palissades, tout était complètement fermé avec des militaires en haut des miradors. Effectivement, quand je suis arrivé à Gangotri, qui est le village situé avant en fait la source de Gomukh, j'ai pas pu aller jusqu'à la source parce que c'est un grand parc national, elle est préservée, enfin bon, l'élément est sacré et puis l'hiver il est pas accessible, enfin qu'on est quand même à plus de 4000 mètres, etc. Puis il faut des autorisations, enfin les autorités indiennes ont un peu cadré le truc. J'ai pas réussi à avoir l'autorisation qui s'obtient au Tarkashi, 100 km avant. J'y suis allé quand même, en me disant je vais tenter la chose. Le problème, c'est que j'avais un visa de 6 mois et que ma marche a duré 5 mois et demi. Je ne pouvais pas rester davantage. Il aurait fallu sans doute que je reste 3 semaines de plus.
c'était pas possible. Mais j'ai essayé d'y aller quand même, parce que quand je suis arrivé à Gangotri, d'abord j'ai rencontré des yogis en méditation, etc. Et ils m'ont très bien accueilli, mais ils m'ont dit, il ne faut pas que tu restes ici parce que tu es un étranger et tu vas perturber l'énergie du lieu. Autant pendant la saison estivale, il y a beaucoup de pèlerins, il y a beaucoup de... Mais l'hiver, c'est un endroit réservé aux yogis. Et j'ai essayé d'y aller, en fait, très tôt le matin, j'ai passé des barbelés. Il y avait de la police indienne qui était en train de faire sa toilette. Donc, je contournais des maisons, je me cachais, j'ai monté une grande pente, passé des barbelés et tout. Et je me suis dit, super, j'y suis arrivé. Ça a été compliqué parce qu'il y avait quand même beaucoup de neige. J'avais plus de vivre, plus rien. Il aurait fallu faire l'aller-retour dans la journée parce que, bon. Mais j'étais prêt à me lancer. Et puis, après un quart d'heure de marche, en fait, je me suis rendu compte que là, il y avait l'enceinte murée du parc, de la police militaire, etc., qu'il était impossible de passer ni par le canyon, ni par... Enfin, voilà. Donc, c'était fin du voyage. J'étais hyper déçu. Et finalement, c'était un mal pour un bien, comme c'est arrivé souvent pendant ce voyage où je me suis préoccupé de choses et ça a débouché sur quelque chose d'encore mieux, finalement. Parce que du coup, j'y suis retourné un an après et j'ai fait les trois sources parce qu'il y a le Gange a trois sources. Il y a Kedarnath, Badrinath et puis Gomukh. Et c'était du coup très intéressant, surtout de voir Kedarnath. C'est un temple shivaïte très ancien, avec des rites étonnants. J'ai vraiment senti une énergie du lieu très, très particulière. Si j'avais atteint la source de Gomukh, mon voyage était fini, je ne serais jamais retourné. Je ne serais pas allé faire les trois sources du Gange un an après. C'est vrai que comme endroit, ce qui m'a le plus fasciné, c'est Bénérès. C'est aussi parce qu'en y arrivant à pied, après 1200 km, j'ai pris un choc. Et en fait, quand tu arrives avec un moyen de transport normal, tu es dans la découverte, tu regardes les choses, il y a un aspect un peu intellectuel de compréhension, etc. Mais quand il y a une attente aussi longue et un investissement physique et puis ce déplacement, moi, quand je suis arrivé sur les Ghats, ça a été un émerveillement. Je me suis pris vraiment tout dans la figure avec puissance 10, en fait. Parce que, comme je disais, la marche a une tendance à éveiller les sens et à accroître cette capacité sensitive. Souvent, j'ai eu des expériences plus intéressantes dans des petits endroits qui sont pas spécialement connus. Je pense, au Bihar, c'est vrai, il y a Sultanganj, il y a Sahibganj, mais même des petits villages, je pense à Debibourg, qui est inconnu, qui est, pour le coup, le Gange au Bihar est plutôt propre parce qu'il est immense et qu'il y a de quoi drainer. Bon. Et puis, on se sent encore plus au cœur de l'Inde, au cœur de l'Inde traditionnelle. On trouve des rites, des modes de vie en fait qui sont encore plus authentiques. On arrive vraiment dans les familles, dans une façon de faire très traditionnelle. Par exemple, pour les crémations, celles qui m'ont le plus intéressé, c'est dans des endroits où je suis arrivé par hasard au bord du Gange, qui sont pas connus, parce que c'était particulièrement traditionnel, avec des grands foyers en forme de tipi, en fait, de bois. Et vraiment, le lien avec les éléments, des crémations au bord d'un fleuve comme ça, il y a quelque chose de beau dans le feu. Puis il y a de quoi méditer, il y a de quoi. Et même quand ils transportent les corps dans la rue en disant Ram Nat Satyahe, le nom de Ram est vérité, enfin, il y a le corps couvert de fleurs et devant des chanteurs, des musiciens, une procession. Mais le corps est à la lumière du jour. Il est très bien paré. Il est paré de mille fleurs, de beaux vêtements, etc. Et les passants dans la rue saluent. Il y a quelque chose.
Et c'est vrai que la mort n'est pas cachée. Elle fait partie de la vie, elle est présentée en plein jour. Et c'est pareil pour leurs célébrations religieuses. Tout est joyeux, souvent, la plupart du temps. L'Inde est remplie de fêtes. Hein. Il y a Holi aussi, la fête des couleurs, qui est très très belle. Il y en a beaucoup. Au Bengale, j'avais répertorié, je crois qu'il y en a quasiment tous les jours sur le calendrier. Donc la fête des Lumières, qui est donc tout Calcutta est illuminé. Il y a de la musique, des chars qui parcourent la ville, etc. Et ça se termine par la fête de Kali. Kali étant la divinité tutélaire de Calcutta. De toute la ville, les personnes apportent des énormes, enfin des statues de, je sais pas, de 3 mètres au moins de haut de Kali pour les plonger dans le Gange. Toujours dans cet aspect de vénération, de purification, de célébration. C'est le paradoxe par rapport au Gange, c'est que à la fois il y a un grand respect, il y a cet aspect sacré et on pense qu'il permet d'obtenir enfin, voilà, des grandes faveurs spirituelles et de sortir des réincarnations, etc. Mais du coup, on lui offre beaucoup de choses. Alors, et puis c'est pareil, les corps, après les crémations, ne sont pas toujours complètement désagrégés, etc. Ce qui donne la pollution du Gange. Eux ne font pas, ça ne les dérange pas de faire des distinctions entre le pur et le propre. Par exemple, quelque chose peut être pur mais sale. Le Gange est pur parce que c'est une notion mystique, spirituelle. Le fait qu'il soit sale, c'est contingent, ça rentre dans la roue de l'histoire, etc. Et c'est pas ça qui est important. Et nous, c'est effectivement des notions qui sont assez différentes des nôtres. Donc, quand je suis rentré, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai écrit ce livre qui m'a permis de continuer à chercher, à comprendre, à transformer le voyage, à continuer le voyage. Et puis, aller dans des centres, donc je parlais des moines Ramakrishna, de Yogananda, de la méditation. J'ai passé aussi un an aux missions étrangères de Paris parce que c'est des prêtres catholiques qui sont missionnaires dans le monde entier, en Inde en particulier. J'en ai rencontré pendant ma marche. Et ça m'intéressait beaucoup ce pont entre les religions et cet enrichissement commun plutôt qu'une opposition dogmatique, d'avoir un enrichissement et une compréhension et d'aller à l'essentiel parce que finalement, c'est ce que disent beaucoup les Indiens, c'est chez nous, on a tendance à beaucoup intellectualiser, c'est-à-dire en fait, on va opposer des idées, on est beaucoup sur les idées. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande davantage en Inde, c'est ce que vous vivez, quelle est votre expérience, ce que ça vous apporte. Avant de vous dire, vous demandez qu'est-ce que vous pensez, quelle est, voilà, la vérité, c'est comme ci, comme ça, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est une autre approche. Et ensuite, j'ai repris une vie plus normale. Enfin, voilà, je suis parti sur l'Islande, puis je me suis marié, puis maintenant j'ai une fille de 8 mois. Voilà. Donc au départ, l'idée, c'était de faire une anthologie de voyages classiques sur l'Inde. Et je pensais qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient. Je me suis aperçu qu'il n'y avait finalement pas grand-chose. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop monumental. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça en anglais, qui a un très beau travail, mais qui reste assez succinct. Il y a tellement, l'Inde a fasciné depuis le VIe siècle, on a des récits du VIe siècle, c'est très rare, il n'y a aucun pays où on peut retrouver des récits de voyage aussi anciens. Vu que l'idée, c'était de faire ça un peu des origines à nos jours, c'était trop compliqué de faire ça sur tous les sujets. Enfin, ça aurait nécessité du volume, mais c'était une approche, ça a été difficile à appréhender, etc. Donc, comme c'est vrai que ce qui m'a beaucoup stimulé et ce qui a beaucoup intéressé, interpellé, c'est la spiritualité et la religion indienne tout au long de l'histoire. Voilà,
Beaucoup de voyageurs sont partis là-bas pour s'intéresser à ça. Donc, je me suis focalisé sur ce sujet d'une manière assez vaste parce que ça prend en compte le merveilleux, ça prend bien sûr les rites, les mariages, les crémations, les fêtes, comme au lit. C'est intéressant de voir qu'on en parlait déjà il y a plusieurs siècles, de voir comment ça se passait, fête des Lumières, etc. Enfin, voilà. Et donc, dans ce premier volume, il y a effectivement 4 parties qui commencent par des voyageurs grecs, ce sont les premiers. Après, il y a une période sur les pèlerins bouddhistes. Les Chinois s'étaient convertis au bouddhisme, mais ils n'avaient pas de texte. Ils avaient très peu de manuscrits. Donc, il y a eu toute une époque de recherche de textes bouddhistes en Inde. Et c'est des voyages souvent de 20 ans. C'est comme pour la période d'après les voyageurs arabes. Il y a le fameux Ibn Battuta, qui est connu, qui a voyagé pendant 29 ans de façon ininterrompue. Et ensuite, à partir de Marco Polo, l'Europe rentre un peu dans l'histoire, parce que pendant le Moyen-Âge, il voyageait assez peu. Bon, il y a eu les croisades, etc. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'axer ça sur des biographies, c'est-à-dire vraiment les aventures humaines, de comprendre ces personnes. Je me suis aperçu qu'à chaque fois, c'était des destins assez incroyables, des choses souvent très romanesques, parfois des très, très, très grands érudits. Contrairement à aujourd'hui, on va en Inde parce qu'on y recherche une spiritualité, etc. À l'époque, on décrivait des choses, on s'intéressait à des connaissances, mais on n'y adhérait pas. Et c'est aussi très intéressant de voir comment les récits, les mentalités, la façon d'appréhender le voyage a changé depuis l'Antiquité. Donc, ça a été effectivement 2 ans de recherche et d'écriture sur cet aspect de découverte de l'Inde par des peuples étrangers. Oui, alors l'Islande, j'aime à dire qu'en fait, l'Inde et l'Islande, c'est un peu mes 2 pôles parce que j'ai vraiment trouvé les 2 choses qui me correspondaient totalement. C'est sûr que l'Islande, c'est très différent. C'est la nature sauvage. J'ai rarement vu une nature aussi sauvage et stimulante, aussi préservée. Il y a une énergie qui vient du volcanisme qui est perceptible. J'y étais en février dernier, là, pour la 3e fois. Donc, effectivement, la première fois que j'y suis allé, c'était pour traverser l'île à pied, du nord au sud, en autonomie. L'année suivante, on a fait un road trip de 3500 km, découvrir les fjords de l'Ouest, qui sont stupéfiants de beauté. C'est vraiment, on est au contact du sublime en permanence. C'est très étonnant. Donc, bonjour à tous, je suis Thibault, l'assistant de Jérôme. Ensuite, au niveau des questions, Tanguy, on va passer aux questions. Oui. On en a eu pas mal. Oui, j'ai attendu parce que je vois que par exemple Vincent Bach attendait une réponse, mais moi je savais qu'on répondait à la fin, donc voilà. C'est ça, ouais. Donc je vais poser les questions à commencer. Donc, on avait une question de Sandrine. Pensez-vous qu'une femme pourrait faire ce voyage seule sans risque? Il faut avouer que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors, je dirais 2 choses. D'abord, il est évident que c'est plus risqué quand même pour une femme. D'autant que l'Inde est un pays extrêmement peuplé où on peut se retrouver assez facilement entouré par plein de gens et bon, les rapports hommes-femmes sont pas toujours faciles. Après, ayant dit ça, j'ai quand même un certain nombre d'exemples de femmes qui ont fait des longs voyages à pied. Je pense c'est qui n'ont pas eu de problème. Je pense à Priscilla Telmont, par exemple, qui est partie sur les pas d'Alexandre David Nel et qui a marché 5000 km du Vietnam jusqu'à Lhasa. Et une fois qu'elle était à Lhasa, elle est redescendue en Inde pour aller au Bengale. Et ça s'est très bien passé.
Après, je pense à une autre personne très étonnante qui s'appelle Caroline Moirot, qui est de Lons-le-Saunier, qui a fait un tour du monde à pied. Moi, à ma connaissance, c'est la seule femme que je connais qui a fait comme ça un tour du monde à pied, je crois pendant 8 ans, il me semble. Et voilà. Après, elle a un site qui s'appelle Pied Libre. C'est une fille qui aime bien donner des conseils, parler de son expérience, etc. Et elle a aussi sur Facebook une page Pied Libre où on peut apprendre plein de choses sur le voyage à pied au féminin, enfin en général, et au féminin. Donc, moi, par rapport à cette question, je suis un peu embêté parce que pour moi, l'Inde n'est pas un pays dangereux. C'est un pays où on se sent en sécurité, surtout d'autant plus quand on est dans les campagnes, parce que mon aventure s'est passée à 90% dans les campagnes, hors des villes. Après, bah, évidemment, quand on est un homme, il y a quand même un peu plus de facilité pour se défendre, c'est certain. Donc, j'irai pas jusqu'à le conseiller, mais après, je vois aussi qu'il y a des exemples qui se passent très bien. Et ce que je pense, c'est que quand on veut faire une longue marche comme ça, c'est surtout la motivation qui est importante. C'est-à-dire le projet, l'idée qu'on a. Il faut, enfin, pour des longues distances comme ça, il faut se sentir appelé par quelque chose. Moi, c'est vrai que parce qu'il y a plusieurs problèmes. Bon, il va y avoir l'aspect physique, parce que évidemment, bon, bah, c'est un engagement physique important. Mais ce qui est plus difficile, comme pour les grands sportifs, c'est le mental, c'est le moral. C'est au bout d'un temps, c'est quand même une expérience, enfin, longue et qui demande un investissement personnel assez fort. Donc, il faut que l'idée, le projet, la chose motive. Et moi, il y avait déjà cet aspect du Gange, de suivre le Gange, un fleuve d'abord, et puis le Gange en particulier, bon, qui est très important pour l'Inde, voilà, et d'aller aux sources aussi. J'étais vraiment appelé par cette découverte des sources du fleuve. Donc voilà, bon, je conseille donc d'aller voir le site Pied Libre de Caroline Moirot, qui est une femme qui a fait un tour du monde à pied. D'accord, merci Tanguy. Ensuite, autre question, c'est une question de Vincent. Il nous demande, pour communiquer avec les sadhus, est-ce qu'il faut apprendre la langue de l'hindi? Alors personnellement, moi je ne parle pas hindi. Je connaissais quelques mots, j'avais appris quelques phrases pour avoir plus de facilité dans l'échange, parce que c'est beaucoup plus sympathique évidemment, et même de bengali au départ, parce qu'au départ c'était le bengali, parce que ça brise la glace, quoi. Quand on arrive dans un village, on va voir des gens et puis qu'on dit quelques phrases dans leur langue. Déjà, ils aiment beaucoup, ils adorent ça, qu'on parle un petit peu, même si c'est pas grand-chose. Et après, c'était l'anglais. Donc, d'une manière générale, on trouve toujours. Alors, dans les villages, il faut avouer que bon, souvent, ils parlent pas beaucoup anglais, mais il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelques personnes qui parlent anglais, donc qui vont aussi traduire et qui vont faire le lien entre moi et les autres. Et c'est pareil pour les sadhus. D'abord, j'ai trouvé beaucoup de sadhus qui parlaient anglais, premièrement. Et alors, quand ils parlaient pas et que je voulais les interroger, je me souviens en particulier de sadhus que j'avais rencontré et qui faisait un pèlerinage allongé. C'est-à-dire, en fait, ils sont debout, un peu comme on voit des bouddhistes qui font ça aussi. Donc, ils s'allongent complètement. Et ils se relèvent, et etc. Donc, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Ils font quelques kilomètres par jour. Et j'avais trouvé ça assez stupéfiant. Je voulais leur parler, mais eux ne parlaient pas anglais. Mais j'ai demandé à des gens qui étaient là et qui ont fait l'intermédiaire. Voilà. Bon. Ensuite, on a une question de Sandrine qui nous demande si on peut voir tes photos quelque part en exposition ou sur un site internet. Alors, j'avais fait à l'époque un site internet pour ce voyage, donc il me servait principalement de blog, mais j'avais fait d'autres pages, dont une page photo. Et le site s'appelle Le Gange à pied. Voilà, Le Gange à pied.
Et il y a une page photo. Voilà. Après, j'ai pas fait d'exposition. Et il y a eu quelques publications dans la presse, par exemple le premier Géo Aventure, Géo a lancé donc ce magazine il y a quelques années, et où il y avait eu un article donc sur ma marche avec des photos. Mais donc on peut en voir sur ce site, le site que j'avais fait. Et parce que j'en ai vraiment beaucoup des photos d'Inde. J'avais mis justement pas mal de sadhus, d'hommes cendrés aussi, d'images comme ça, un peu exotiques, on va dire. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a, bon, voilà. Bon. Ça marche. Ensuite, on a Bruno. Bruno, il s'est rendu une quarantaine de fois en Inde et il confirme tout à fait ce que tu disais tout à l'heure sur l'hospitalité en Inde. Et il nous demande si tu as des informations sur la réouverture des frontières de l'Inde et l'obtention des visas. Ça me paraît pas très positif en ce moment. Alors, je suis désolé. Non, j'ai aucune information. Moi, je pense, je devais aller en Inde en mars, donc 2020, quand a commencé le Covid. Et donc, j'ai pas pu y aller. Là, à vrai dire, actuellement, je me vois pas du tout y aller avec le désastre sanitaire qui se passe. C'est une réelle catastrophe. Bon, donc j'ai aucune information là sur les visas. Bon, moi, j'attendrai pour retourner en Inde que la situation sanitaire là-bas soit réglée, pas tant parce que je crains, mais c'est que franchement, je trouve pas ça très agréable d'aller dans un pays qui a autant souffert là, qui vit des drames humains, etc. À moins pour aider évidemment, si on peut aider, mais voilà. Donc moi, personnellement, j'attendrai un petit peu. D'accord. Donc pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Donc est-ce que vous avez d'autres questions pour Tanguy? N'hésitez pas via l'onglet questions, l'onglet chat. Si j'avais vu une question sur l'exploration spirituelle de l'Inde, je crois, j'essaie de la retrouver, mais oui, voilà, quelqu'un, Vincent Bach, qui me dit gentiment, j'attends la suite. C'est ça. C'est pour bientôt. Ouais, parce que alors, il faudrait interroger mon éditeur Transboréal. C'est pareil, le livre, on devait se mettre au travail éditorial au moment de la crise sanitaire. Du coup, comme toute cette période a été aussi assez difficile pour les éditeurs, ça a été repoussé. Je ne sais pas à quand, mais c'est vrai que ça serait intéressant parce que la seconde partie donc évoque les voyages en Inde à partir du 17e, donc du 18e, pardon, du 18e. Et tout le 19e siècle est passionnant parce qu'il c'est toute la période où des voyages scientifiques sur la planète, en particulier en Inde, des travaux des naturalistes ou des astronomes qui sont allés en Inde, je pense à Pierre Sonra ou à Guillaume le Gentil, qui ont fait un travail merveilleux des descriptions de la faune, de la flore, des façons de vivre, des modes de vie et de la religion en particulier. Et puis après, il y a le XXe siècle dans ce volume aussi. Et c'est évidemment des aventures qui sont proches de nous, avec un style d'écriture qu'on connaît, qui nous est familier. Et puis, au XXe siècle, il y a de quoi dire sur les voyageurs en Inde. Il y en a beaucoup. Donc, j'espère que ça se fera cette année. Voilà. On a eu une nouvelle question. C'est est-ce que durant ton long voyage, tu as rencontré des problèmes au niveau physique, au niveau de la santé, ou ça s'est très bien déroulé? Alors, curieusement, oui, j'ai eu deux problèmes. Un problème de pied au début du voyage, quelque chose qui m'était jamais arrivé parce que j'ai fait d'autres longues marches, pas aussi longues, mais enfin, j'avais fait d'autres marches quand même. Et alors, le fait qu'il faisait très très chaud au Bengale, il faisait très moite. Et donc les premiers jours,
j'ai eu effectivement un problème de pied et en arrivant à Calcutta, parce qu'il me fallait 3 jours pour aller de Gangasagar, donc qui est une petite île dans le golfe du Bengale, où il y a aussi des célébrations religieuses au Gange, etc. Jusqu'à Calcutta, voilà, j'ai marché 3 jours et j'ai fait une pause. J'ai fait une pause à Calcutta pour me remettre de mes pieds, et puis aussi à chaque fois, de toute façon, quand j'arrivais dans une grande ville, je restais pour visiter, pour rencontrer des gens. Là, j'étais allé en particulier à Belur Math où il y a les moines de Ramakrishna. J'ai eu des échanges avec certains moines, etc. Et puis il y avait la fête de Kali, Kali Puja, voilà. Et la deuxième chose, c'est à Allahabad, justement, pendant la Kumbh Mela, j'ai eu un problème pulmonaire parce que faut avouer qu'il y a un monde incroyable. Il y avait près de 100 millions de personnes sur 2 mois et on disait que le jour du grand bain, il y avait 30 millions de personnes sur les rives du Gange et de la Yamuna. Et donc, comme c'est des rives, des très grands espaces, des rives très très larges, parce que quand le fleuve rentre en mousson, en fait, il s'étend énormément sur les bords. C'est du sable avec toutes ces personnes. Enfin, il y avait une pollution de l'air qui était assez importante. Et voilà. Et à part ça, non. Dans l'ensemble, c'était parfait. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que la marche, au bout de 2 semaines déjà, et puis plus le temps passe, plus le corps devient de plus en plus performant, en fait. Le corps s'habitue et plus on avance, moins en général on a de soucis, et plus on marche longtemps d'ailleurs, plus on fait des journées avec plus de kilomètres, et même il y a une certaine addiction parce que ça provoque un plaisir assez intense. Il doit y avoir des endorphines, des trucs, parce que parfois on a besoin de marcher, on a envie de passer ces journées de marche du matin au soir parce que ça provoque un plaisir physique. Et généralement, les problèmes de marche, c'est souvent au début, et après, voilà, le corps s'habitue. D'accord, très très bien. Eh ben, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va... Oui, après, j'ai pas regardé tous les chats, mais ouais. Oui, je vois qu'il y a des grands voyageurs en Inde. Je vois Eva Lemar qui a fait déjà 8 voyages, qui atteint son 9e voyage. Donc, je vous remercie à tous pour cette webconférence. Merci Tanguy. Et puis, merci à vous. Cette webconférence, elle sera disponible en replay que vous pouvez retrouver sur notre plateforme YouTube. Et la prochaine webconférence, c'est le mercredi 16 juin avec Renaud, notre responsable de Saiga, qui recevra Sabrina Krief, une primatologue spécialiste des chimpanzés. Donc, je vous remercie à tous et bonne soirée. Oui, merci. Puis beau voyage à tous. Oui, beau voyage à tous prochainement. Merci, ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir.